Quand Salesforce publie ses résultats trimestriels, la plupart des investisseurs retiennent les mêmes signaux. La croissance du chiffre d'affaires, la montée en puissance d'Agentforce, un niveau de marge opérationnelle qui atteint un record. Ces signaux racontent une histoire propre, à savoir, Salesforce a réussi sa transition vers l'IA agentique, la croissance réaccélère et la rentabilité progresse en parallèle. C'est le genre de trimestre qui devrait rassurer. Sauf qu'il y a un autre signal, moins célébré. La dette à long terme de Salesforce s'est envolée en un seul trimestre. Et c'est là que commence la vraie lecture du dossier. Pour comprendre ce que vend réellement Salesforce, il faut partir du modèle de base. Okay? Donc, Salesforce est voilà, on va le dire ici que c'est un éditeur de logiciels de gestion de la relation client le plus utilisé. Enfin, c'est pas un, mais c'est l'éditeur. Ok, c'est pas le seul à le produire, c'était pas le seul à vendre ce type de logiciel-là, mais c'est le leader, d'accord? Donc, c'est l'éditeur du logiciel de gestion de la relation client le plus utilisé au monde. Donc, ces revenus viennent principalement des abonnements logiciels qui constituent la grande majorité du chiffre d'affaires complété par les services professionnels. Donc, c'est un modèle SaaS classique, contractuel, avec des cycles de renouvellement longs et une base de clients entreprise, je dis bien, c'est du B2B, profondément intégré dans ses outils. Cette base est le vrai actif de Salesforce. C'est important, j'insiste dessus. Parce que la majorité des bookings Agentforce et Data 360 proviennent de clients existants qui augmentent leurs engagements et non de nouveaux comptes. Donc, c'est-à-dire ici que les clients actuels de Salesforce ont tendance à prendre d'autres services au sein même de Salesforce. Et ça, c'est un avantage. Donc, le trimestre lui-même mérite d'être désagrégé avant d'être célébré. On va le regarder, on va essayer d'arriver en profondeur ici. Parce que la croissance affichée, elle est réelle. Mais elle intègre une contribution significative d'Informatica récemment acquise et consolidée. Donc, la croissance organique sous-jacente est donc sensiblement plus modeste que le chiffre de surface. Je pense ici qu'on parle à peu près de quelque chose aux alentours de 9% par là, si ma mémoire est bonne, incluant Informatica, c'est 13%, sans Informatica, donc organique ici, c'est à peu près 9%. Toujours questionner d'où provient la croissance. C'est une question de base. OK? On ne célèbre pas un chiffre, comme que ce soit croissance ou décroissance. D'accord? On ne s'inquiète pas non plus pour une décroissance si on ne va pas regarder pourquoi. Donc, un peu comme vous allez regarder Coca-Cola, vous allez voir ici que le chiffre d'affaires est en décroissance. On peut le faire ici. Hein. Donc, si je vais là, je vais prendre Coca-Cola, KO, ticker symbole. On vient là, on dézoome un tout petit peu, on fait bim badaboum. On va se dire ici que mais Coca-Cola n'a presque rien fait sur les dernières années, etc. Regarde, elle a traversé une période difficile. Mais mon cher ami, si tu vas regarder un tout petit peu, tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que Coca-Cola, en fait, c'est juste des spin-offs. OK? Parce que globalement, elle a toujours autant elle a toujours autant gagné de l'argent. Donc, on ne va pas se dire ici qu'on aura une décroissance parce qu'il faut questionner d'où est-ce qu'elle vient. Quelle est la raison derrière? On ne regarde jamais les choses comme ça. De toutes les façons, sur cette chaîne, les chiffres, c'est bien, c'est la porte d'entrée, mais nous, on veut savoir le pourquoi du comment derrière les chiffres et si ça coïncide avec la thèse d'investissement qu'on a dès le départ. Et après, on décide par rapport à ce qu'on conçoit du risque ici, combien est-ce qu'on est prêt à engager ou pas. Enfin, engager globalement si l'entreprise vous intéresse, parce que globalement, Salesforce, du point de vue chiffre, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, ça reste intéressant sur les chiffres. Maintenant, il faut regarder l'envers du décor, ce qui compte réellement. Donc, comme je le disais ici, que la croissance organique sous-jacente est donc sensiblement plus modeste que le chiffre d'affaires, le chiffre de surface globalement ici dans celui qu'on présente. Donc, ce n'est pas forcément mauvais. Attention, ok? Ce n'est pas un mauvais résultat pour un groupe, surtout de cette envergure. C'est juste un résultat différent. Et quand on désagrège la guidance annuelle selon le même principe en isolant la contribution Informatica, la croissance organique attendue révèle un rythme de progression nettement plus mesuré. Ce décalage entre le chiffre de surface et la dynamique sous-jacente n'invalide pas la thèse. Il oblige à poser, enfin pas à poser, mais à la poser différemment. D'accord? Alors, la thèse, c'est Agentforce.
La croissance de cette ARR est spectaculaire au sein d'Agent4, dont les Agentic Work Unit livrés depuis le lancement s'accumulent à un rythme qui accélère de trimestre en trimestre et Slack est devenu un vecteur majeur des deals d'entreprise les plus importants. Je pense des deals à plus d'1 million de dollars littéralement. Slack représente près de 80% de ces deals-là. Ça fonctionne. OK? Salesforce est en train de passer... je ne vous ai pas mentionné, je suis actionnaire de Salesforce. On referme la parenthèse, on avance. Donc, Salesforce est en train de passer d'un modèle de revenu fondé sur le nombre de sièges, c'est-à-dire un modèle par abonnement utilisateur humain, à un modèle fondé sur la consommation, c'est-à-dire la facturation à l'unité de travail accomplie par un agent IA. On en a parlé il y a plusieurs trimestres. Vous ne découvrez rien du tout, surtout ceux qui ont l'habitude de traîner sur cette chaîne. Okay? Comme je disais ici, j'ai un biais sur Salesforce. Étant actionnaire, je peux peut-être avoir tendance à voir le monde avec des lunettes roses. C'est pour ça que je raconte ici ce que moi je pense. Et vous n'avez pas l'obligation de suivre. Vous devez douter de tout, aller faire vos propres vérifications avant de mettre un seul dollar. Chacun est responsable de soi-même. OK? Enfin, chacun est responsable de lui-même, c'est comme vous voulez. Donc, selon les déclarations faites lors de l'Earning Call, ici, les effectifs en ingénierie seraient restés stables pendant que les outils IA auraient permis d'accélérer significativement le volume de fonctionnalités livrées, ce qui suggère que Salesforce est en train de tester en interne le modèle qui vend à ses clients. Très bon point. Ce basculement de modèle, s'il tient exactement ce que le marché attend, depuis que les LLM ont commencé à menacer le modèle d'abonnement par siège. OK? Mais c'est précisément ici que cet autre signal redevient un tout petit peu central. Enfin, c'est précisément ici, on va dire ici que le signal en question, c'est les rachats d'actions. OK? Et quand je parle de rachat d'actions ici, je vais m'expliquer. Donc, pour financer un programme de rachat d'actions massif, Salesforce a émis une quantité de dettes obligataires inédite en une seule fois. Donc, le bilan passe d'une situation quasi net cash à un niveau d'endettement à long terme ici considérable. Comme vous pouvez le voir ici, donc je prends ticker symbole CRM. Bim, badaboum. On met ça là. Voilà. Et je mets dette. Salesforce nous avait habitués par le passé, pour ceux qui ont l'habitude de suivre ce dossier-là depuis très très longtemps, à une entreprise qui, voilà, tendance à ne pas prendre énormément de dettes. OK? Ça, c'était avant. Et moi, je suis à l'instant, je ne sais pas ce qui se... Voilà, parfait. Donc, avant, Salesforce, c'était ça. Si je mets un tout petit peu de couleur ici, parfois, les gens me posent la question, qu'est-ce que tu utilises? J'utilise Coifin. D'accord? Pour moi, ça me... Donc, ici, sur Coifin, et vous pouvez constater que Salesforce a l'habitude de ne pas avoir énormément de dettes. Presque rien du tout. OK? Quand vous le mettez encore en yearly, c'est encore plus visible de manière générale. Et donc ici, on attend un tout petit peu que cette affaire la réfléchisse. Vous allez constater que entre les années précédentes et sur les derniers mois, c'est clair, c'est complètement le jour et la nuit. On se retrouve aujourd'hui avec près de 40 milliards ici de dettes nettes. Attention, je ne suis pas en train de vous dire ici que l'entreprise n'aura pas les moyens de rembourser cette dette-là. De toutes les façons, on va en parler, d'accord, par rapport au remboursement de la dette, etc. Donc, on va dire ici que quand il finit un tout petit peu fatigué, on va le laisser réfléchir pendant un certain temps. Mais nous, on va revenir sur ce qui nous intéresse. Donc, je continue à dérouler à peu près ce que moi j'ai pensé de ce trimestre-là, etc. OK, en attendant que Coifin revienne à peu près à de meilleurs sentiments. Donc, je prends dette nette ici, c'est ce que je voulais regarder, dette nette. Voilà. OK, donc pendant que ça réfléchit, on revient ici. Donc, comme je l'ai dit ici, on a augmenté la dette. Et cette dette-là, on l'a orientée où? Rachat d'actions, rachat d'entreprise. Donc, en conséquence, la guidance de croissance du free cash flow, elle également, a été révisée substantiellement à la baisse. Parce qu'on a augmenté la dette ici pour absorber le coût de la dette émise. Évidemment, ce n'est pas gratuit. OK? Donc, je parle ici de la dette nette. La dette nette, en prenant en considération le cash, c'est 30. Si vous prenez la dette globale ici, on a quelque chose d'un peu plus élevé que ça. Donc la question n'est pas si le rachat d'actions est une bonne ou une mauvaise décision en isolation. Donc, on va se dire ici qu'on ne peut pas juger le rachat d'actions. Ici, si on n'a pas pris, on n'a pas regardé ici, est-ce que c'est sous-évalué, machin truc. Mais également, ça veut dire autre chose, la confiance du management par rapport aux attentes. Rappelez-vous, 2030, il vise à peu près 63 milliards en termes de chiffre d'affaires. Par rapport à ce qu'on a en date d'aujourd'hui, vous voyez que, bon, on a à peu près 40 milliards. Donc,
D'ici à 4 ans, on devait trouver 18 milliards de plus. Maintenant, est-ce que ça sera organique par acquisition? Ça, c'est une autre affaire. Donc, la question ici, la question n'est pas si le rachat d'actions est une bonne ou une mauvaise décision en isolation. La question est ce qu'il révèle sur la conviction de la direction. Qu'est-ce que le rachat d'actions révèle sur la conviction de la direction? Un rachat d'actions de cette ampleur, financé par de la dette, dans une entreprise dont l'ARR lié à l'IA ici vient d'atteindre un seuil symbolique, parce que le milliard est symbolique, significatif ici. Donc, quand c'est symbolique, ici, 1 milliard, c'est beaucoup, c'est significatif, ça veut dire que ça en sous-jacent ici, ça fonctionne. Donc, quand une entreprise vient d'atteindre le seuil symbolique ici, significatif, après ce seuil symbolique, somme toute significatif, après des années de promesses agentiques, le rachat d'actions dit quelque chose de précis. Et si vous financez ce rachat d'actions par rapport à la dette, il dit que le management est suffisamment convaincu de sa trajectoire pluriannuelle pour accepter de dégrader temporairement la flexibilité financière du groupe et de le faire maintenant, plutôt que d'attendre que la validation soit complète. Donc, c'est un signal fort. Et attention, c'est un signal fort et ce n'est que ça, un signal et non une preuve. Vous constatez, rappelez-vous, vous êtes des enquêteurs. On constate. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça veut dire qu'ils ont confiance. OK, maintenant, show me the money. Parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. OK? Le RPO, donc le RPO courant ici, dans le current RPO ici, c'est-à-dire la valeur des contrats signés dont le revenu sera reconnu à court terme, progresse également solidement. C'est le meilleur indicateur avancé de la visibilité commerciale. Il confirme que la demande contractuelle est là. Ce qu'il ne dit pas, c'est si la migration vers le modèle de consommation agentique se fera au rythme qu'Agentforce laisse espérer ou si la dynamique va se normaliser à mesure que les cycles de renouvellement traditionnels arrivent à leur terme. Le piège de ce trimestre est de traiter la performance IA et la décision d'allocation de capital comme des histoires distinctes. L'une à célébrer, l'autre à minimiser. Ces décisions sont causalement liées. Le rachat d'actions n'a de logique que si la thèse Agentforce est pleinement validée dans les prochains trimestres. Et la thèse Agentforce ne peut être validée que si la croissance organique réelle accélère effectivement vers les niveaux nécessaires pour atteindre les objectifs pluriannuels affichés par le management d'ici 2030. Donc, ces vérifications sont distinctes et elles exigent un outil d'analyse, un outil analytique bien différent. Comment désagréger ce qui tire réellement la croissance entre acquisition, renouvellement classique et adoption agentique nouvelle? Comment évaluer si un programme de rachat financé par de la dette est un signe de conviction ou un signe de pression sur le cours? Et comment vérifier si la direction a, par le passé, et ça c'est même un élément très très important, tenu les objectifs pluriannuels de cette ambition, bien de ces ambitions? Est-ce qu'ils ont tendance à faire ce qu'ils disent et de dire ce qu'ils font? Donc, si on utilise les prompts, quels sont dénommés, enfin, pas les prompts parce qu'il y en a plusieurs, ok, on va les prendre ligne par ligne. Commençons par le prompt ici. Pour vous aider à approfondir sur ces différentes questions-là, prenez Salesforce, utilisez ces prompts, lancez le premier qui s'appelle « Quels sont les moteurs de croissance et de marge ?» Celui-là te force à décomposer la croissance entre ses composantes acquises, organiques, et ainsi que agentiques, donc nouvelles ici, ok? Donc, pour isoler ce qui sera là, dans les prochaines années, de ce qui dépend d'une adoption encore en cours d'accélération. OK? Ensuite, on prend le deuxième prompt qui s'appelle « Comment cette entreprise utilise-t-elle son capital ?» Celui-là analyse la logique d'un déploiement massif en rachat d'actions dans le contexte d'un groupe dont la capacité à générer du cash a été contrainte par la dette émise et dont l'endettement a bondi en un seul trimestre ou a accéléré en un seul trimestre. OK? Et on termine par le troisième prompt. La direction tient-elle ses promesses? OK? Celui-là, confronte les objectifs pluriannuels affichés à l'historique des guidances de Salesforce sur plusieurs cycles pour évaluer si ces ambitions sont une conviction étayée ou une projection optimiste que le marché n'a pas encore eu le temps de tester. Et pour ceux qui sont actionnaires de Salesforce, vous savez bien que Benioff, c'est un vendeur. Un grand vendeur, d'accord? C'est marketing, il est bon, ok? Il sait vendre.
Également, il a tendance à extrapoler les choses. Ça ne veut pas forcément un mauvais dirigeant, de toute façon, c'est lui qui a créé le modèle SaaS, de manière générale, quand personne n'y croyait. Donc, vu qu'on sait qu'on a affaire à quelqu'un qui a tendance à il a tendance à survendre, on va le dire comme ça, on sait à peu près, on pourrait également s'attendre à certains ajustements, mais ça ne veut pas dire ici qu'il n'atteint pas ses objectifs, les objectifs qui se fixent. Par exemple, si vous regardez le marché total adressable ici, pour moi, c'est peut-être même, disons que si je suis gentil, c'est 4 fois moins élevé que ça. Mais bon, comme d'habitude, il faut regarder les petits commentaires en dessous de ce qu'ils racontent. Les fine print, c'est ça qu'on recherche globalement. Donc, grosso modo, Salesforce, tout ce qu'ils ont raconté, moi, je suis focus sur une seule chose. L'évolution de tout ce qui concerne ici les produits dopés à l'IA. C'est ça qui m'intéresse. L'évolution également le revenu par consommation par rapport au revenu par siège ici, et surtout la stabilité, parce que le revenu par siège était plus stable que le revenu par consommation, paraît plus stable, parce que là, on découvre quelque chose de nouveau. Mais est-ce que les deux ne vont pas coexister? Est-ce qu'on ne va pas plutôt passer dans un modèle un peu comme Viva System? Ça, les amis, je ne peux pas répondre à votre place. Comme je l'ai dit ici, j'ai mon avis sur Salesforce, j'ai mes actions Salesforce, je souffre en silence tranquillement. Quand je dis je souffre en silence, peut-être que Salesforce en date d'aujourd'hui représente une énorme opportunité d'investissement. Et si on parle de ça, opportunité d'investissement, je ne vais pas revenir sur les chiffres, blablabla, blablabla. Vous connaissez la chanson, on a déjà vu ça plus tard. Je vais aller directement au niveau des cash flows opérationnels. Vous connaissez déjà également la chanson par rapport ici au SBC, etc. Vous les enlevez si vous voulez, je ne les enlève pas. OK? Ça, c'est mon avis à moi. Et donc, vous allez constater une chose, parce que je pense que dans les années à venir, ça va avoir tendance à ralentir globalement. Parce que, rappelez-vous, les outils d'IA ici vous permettent d'accélérer le travail, vous allez prendre les meilleurs ingénieurs, c'est bien, etc. Mais bon, on n'est plus dans cet environnement-là, ce qui pourrait même être très bénéfique pour le secteur des logiciels de manière globale. J'ai déjà également parlé de ce que je pense ici par rapport à tout ce qui concerne les logiciels qui vont avoir tendance à gagner demain. Celles qui sont bien positionnées pour bien se comporter demain. J'ai fait tout un travail sur les logiciels. Vraiment, ne me posez pas plus de questions que ça. OK? Donc, maintenant, il faut se demander, est-ce qu'on comprend réellement dans quoi est-ce qu'on met les pieds? Et vous voyez, cette question revient toujours. Et cette question va au-delà des chiffres. Vous avez des doutes sur Salesforce, essayez même d'abord de comprendre ce qu'elle fait. Si à partir de là, vous ne comprenez rien, passez à autre chose. Donc maintenant, Salesforce, la croissance, etc., oui, tant mieux, si ça se produit. Mais aujourd'hui, je vais acheter l'entreprise pour moins que ce qu'elle ne vaut. Si demain, cette croissance tend à ralentir, OK? Disons que je paye 15 fois les bénéfices, mais qu'elle reste à peu près au même niveau de ce qu'on a connu en 2026. Et quand je dis 2026, son année fiscale se termine généralement au mois de janvier. Ici, là, elle est déjà sur l'année fiscale 2027, même si on est encore en 2026. 15 fois les cash flows de cette période. On a à peu près généré 15,70 $. OK? Donc, si on prend à peu près 15 $ ici, 70, multiplié par 15 fois les cash flows. Ça donne combien? 235,5. Je rappelle une chose, la bibliothèque de prompt ici finance notre projet. D'accord? Vous avez la bibliothèque de prompt premium et la bibliothèque de prompt de base. Permettez-nous de gagner du temps. Je comprends que like, abonnement, commentaire, c'est bien, mais on veut accélérer dans l'atteinte ici, on veut boucler ici le financement de ce projet-là. Et vous recevez quelque chose en date d'aujourd'hui. Et je parle ici des prompts à chacune de mes vidéos, juste pour vous montrer à quel point vous pouvez aller un peu plus en profondeur sur chacune des entreprises. Les chiffres en surface, etc., c'est 2 secondes. OK? Donc maintenant, quand on revient sur notre graphique ici, je fais simple, je n'ai pas pris en considération les attentes de 2029 qui sont situées aux alentours de 129 $. Je prends les cash flows opérationnels, je les mets à 15. OK, ça donne à peu près 450 si j'avais pris à peu près, 300 si j'avais pris les attentes ici de 2029. Donc, je prends juste celle de 2026, celle qu'on a déjà eu à réaliser. En 2028, on attend 18. En 2027, on attend 18. En 2028, on attend 19,86 et en 2029, on attend 21,13. Bien entendu, la raison pour laquelle ces attentes-là pourraient augmenter ou diminuer, comme c'était le cas il y a quelques mois. Il y a 12 mois les attentes ici de 2023, de 2029 étaient aux alentours de 25. Aujourd'hui, c'est 21. Celle de 2028 était aux alentours de 20,93. Aujourd'hui, c'est 19,86. Et celle de 2027 était aux alentours de 18,41. Aujourd'hui, c'est 18,03.
Rien ne me dit ici que demain, 2029, ça ne sera pas plutôt 20, 2028, ça sera plutôt 18, et 2027, on va peut-être retourner à 16 ou 17. Je n'en sais strictement rien du tout. Je vais me protéger. L'élément le plus important pour moi, c'est de déterminer si l'entreprise est capable au moins de générer 15 et plus par rapport à ce qu'elle a déjà fait précédemment. Et à partir de là, on continue à se projeter. Donc, comme je l'ai dit, 15 fois les bénéfices par rapport à ce qu'on a généré en janvier 2026 ici, d'accord, ça donne 235,5. Maintenant, on enlève quoi? On enlève la dette nette. J'enlève toujours la dette nette, ok? Même si la dette nette en question, elle peut repayer la dette ici avec les free cash flow, ok? Elle a 8,52 $ ici de dette nette, c'est pas grand-chose. Attendez, ça c'est en yearly. Attends. Ça c'est en yearly. Voilà. J'ai bien dit par action. Donc, elle a à peu près 35 $ de dette nette par action. Vous voyez l'évolution? Entre 8 et 35. Voilà, on a presque multiplié, on multiplié par 4 ici littéralement. Presque 5. Donc on enlève ici je vais mettre ici 35 $. Donc de toute façon, je ne sais pas là pour chercher la précision. Donc mon target est aux alentours de 200. Niveau 1. OK? Maintenant, au fur et à mesure que les années avancent, parce que Salesforce en lui, quand on regarde le produit, la question qu'il faut se poser, c'est si ce produit-là a de l'avenir. Ma réponse pour le moment est oui. Posez la question aux gens qui utilisent le produit. OK? Disons qu'on s'attend à 200, à 21, d'ici 2029, ici c'est 21 $. Fois 15 soit les bénéfices, ça donne 315. Moins 35, ça donne à peu près 280. Et je mettrai comme target price 280 $ l'action. OK? Ça pourrait être bien plus élevé que ça demain, ou bien moins élevé si la dette augmente, ou bien si les attentes diminuent. Vous voyez, on doit jouer avec les deux. Et tout ce qui pourrait vous aider ici à être en confiance quand vous investissez sur Salesforce, c'est d'abord de comprendre dans quoi est-ce que vous mettez les pieds. Je répète encore ça maintenant. OK? Donc, on va voir à peu près à combien est-ce que j'attendais Salesforce précédemment dans un monde où je portais des lunettes roses par rapport à cette compagnie. On va juste actualiser la page ici. Bref, pour ceux qui ont accès ici à la watchlist, vous allez voir que maintenant, je mets pourquoi est-ce que j'ai pris ce montant-là, etc. Donc, comme je l'ai dit, je vais prendre les attentes de 2028, OK, de 2029 plutôt, donc janvier 2029, bien sûr. Donc, 315 moins 35 $, ça donne 280. Et là, on cherche Salesforce. En tout cas, c'est Salesforce avec S ici. On avait quoi avant? Salesforce 343. Waouh, ça a diminué par rapport à la dernière fois. Oh, 343 moins 300. Il n'y avait pas trop de dettes la dernière fois. Ça date de quand? De février 2026. Donc, vous voyez que la dette nous fait beaucoup de mal parce que sans la dette, on monte à peu près à 315 ou 30 $ de moins ici. Dans tous les cas de figure, comme je l'ai dit, si on prend juste les attentes de 2020, ce qu'on a réalisé ici en janvier 2026, on est à 200. Donc, déjà, en dessous de 200, aux alentours de 200, ça commence à être intéressant. Donc, ici, chacun va avoir tendance à acheter par rapport à sa marge de sécurité. Donc, je mets 280 tranquillement. OK. Voilà. 280. Boum. Et je reviens ici. Et j'ai pris 15 fois les cash flows. Et comme je dis ici, les cash flows peuvent être influencés par le niveau de marge. Parce que si cette compagnie génère des marges de plus en plus élevées, en prenant, et que le marché revient à de meilleurs sentiments, c'est une compagnie de logiciels, ça ne va pas s'échanger à moins de 20 fois les bénéfices. OK? Si tu enlèves le 35 $ ou je ne sais pas combien de dette nette là, on se retrouve à 325. Donc on n'est pas loin de l'ajustement actuel. Donc ça reste dans les cordes. Maintenant, ce ne sont pas les chiffres qui vont vous aider à tenir. Hein. C'est la compréhension du business en profondeur. OK? Maintenant, est-ce que vous comprenez ce que Salesforce fait? Est-ce que vous comprenez la dynamique concurrentielle en date d'aujourd'hui? Quel est selon vous, est-ce que vous avez, comment une entreprise peut se départir d'une compagnie pareille? Il me semble que ce n'est pas la seule. On est dans le domaine ici des SaaSpocalypse. Les logiciels sont en train d'être dépréciés littéralement. Tout le monde vous dit que c'est la fin du monde. Et c'est quand c'est la fin du monde que moi j'aime bien aller fouiller dans les poubelles parce que c'est à ce niveau-là qu'on fait les soldes. La bourse est le seul marché où les gens, quand on crie les soldes, tout le monde s'enfuit. OK? Ils préfèrent aller acheter des trucs qui sont dispendieux de manière générale. Mais comme d'habitude, ça vient toujours avec un problème. Et ce problème, il est temporaire ou durable. À vous de déterminer si c'est temporaire et durable et quel est le niveau de risque que vous êtes prêt à assumer par rapport à ce genre d'entreprise. Et ça ne va jamais, je dis bien, ça ne passe jamais sans comprendre dans quoi est-ce qu'on met les pieds. Je continue à insister sur cette partie-là. Nemetschek est sous-évalué au prix actuel, avec un potentiel de croissance élevé.
Je peux le dire comme ça. Je peux mettre même 40 fois les bénéfices. Mais si vous ne comprenez pas dans quoi est-ce que vous mettez les pieds, qu'est-ce qui pourrait tuer cette compagnie? Est-ce que le mot est en croissance, en décroissance, ou est-ce qu'il est en déclin, en croissance, ou bien il est plutôt stable? Pourquoi? Voilà des questions que les investisseurs se posent. D'accord? Aucun agrégateur ne va répondre à ces questions-là. FastGraph ne vous dira pas que, il vous montrera qu'au au prix actuel, c'est intéressant, allez regarder. Il ne vous dit pas que c'est sous-évalué. D'accord? Bref, comme je le mentionnais tantôt, il y a quelques instants, permettez-nous de boucler ce projet littéralement, les amis. Vous n'êtes même pas... En fait, vous n'imaginez même pas ce qui arrive après. D'accord? Si vous pensez qu'on est déjà rentré en profondeur, sachez qu'on est juste à 10%. Pas 10% par rapport au financement du projet, mais 10% par rapport à ce qu'on peut réellement faire sur cette chaîne. OK? So, merci à tous ceux qui vont avoir tendance à nous permettre d'atteindre le 100% le plus rapidement possible. Ne faites pas attendre 400 ans ici. Surtout que les prompts en question, ceux qui les utilisent, vous verrez littéralement comment est-ce que vos... enfin, pas accélérer, mais on va le dire, c'est le terme. Hein, vous arrivez à analyser en profondeur les entreprises sans toutefois même vous demander quelles questions je dois poser parce que c'est déjà sous forme de questions. OK? Maintenant, vous savez sur quel élément je devrais encore creuser pour me rendre compte, pour à peu près continuer à améliorer ma compréhension du business. Parce que ce n'est que ça. Comprendre dans quoi est-ce que vous mettez les pieds et ajuster votre compréhension par rapport au risque. Bref, je m'arrête là et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, c'est bien, mais permettez-nous de gagner du temps. Ça, c'est mieux, surtout en date d'aujourd'hui.